partir de ces ententes stratégiques, les puissances s'estimaient en sécurité. Et d'ailleurs, au lendemain du règlement de la crise des missiles à Cuba, qui a duré 10 jours, les pays neutres européens dont je vous parlais ont saisi l'occasion pour enchaîner sur un processus qui s'appelle la détente et qui a abouti à la conférence européenne sur la sécurité et la coopération, la CSCE, qui a mis plusieurs étapes, n'est-ce pas, et ont démarré en 68 après plusieurs étapes, et elle a débouché dans la déclaration de Helsinki, le premier sommet de Helsinki entre les pays de l'Est et de l'Ouest, le 1er août 1975, la déclaration d'Helsinki scellait la détente européenne, laquelle détente avait commencé depuis 1962 et avait évolué. Et ce qui avait marqué la politique de détente pendant la guerre froide, mais une phase de détente. Ce qui avait marqué la détente, c'est la déclaration d'Helsinki du 1er août 1975. J'y étais à l'époque en tant que conseiller de l'ambassade. Mon ambassadeur à l'époque était Mahmoud Mesti. Avant lui, il y avait Mohamed Safi. Et donc, nous suivions depuis tout ça. Il y a ce qu'on appelle les 3 corbeilles: la sécurité, la coopération et la 3e corbeille, les droits de l'homme. Le fait que les pays signataires de la déclaration d'Helsinki aient respecté les engagements pris à Helsinki a débouché non seulement sur la détente, mais sur une libéralisation politique qui a permis la perestroïka. J'étais revenu à Moscou dans l'intervalle en 86 et j'ai assisté, en 87, pardon, et j'ai assisté au développement de la perestroïka au-delà de la période Brejnev. Mais ce qui a marqué la détente aussi, ce sont des grands accords stratégiques sur la limitation des armements stratégiques. On dit stratégique lorsque l'armement en question a la capacité de franchir l'Atlantique. Donc tout armement en mesure d'atteindre les côtes américaines de l'Atlantique, n'est-ce pas, ont fait l'objet de négociations et d'accords de grande envergure. Ce sont les accords SALT et les accords START. Les premiers accords SALT, c'est la limitation LT, la limitation, traité de limitation des armements stratégiques, et les accords START, qui sont des traités de réduction des arsenaux stratégiques, et même des arsenaux nucléaires, n'est-ce pas? Plus les missiles. Et même des accords complémentaires sur l'armement classique et un accord supplémentaire sur l'élimination des missiles de courte portée. Donc les missiles pouvant partir de l'Est et atteindre les pays d'Europe de l'Ouest. Je ne parle pas balistique transatlantique qu'on appelle missiles stratégiques. Même les missiles à courte portée, c'est-à-dire de 500 km, d'une portée de... ont été totalement éliminés. 0 missiles dans le territoire de l'Est et dans les territoires de l'Ouest. Parce que l'Union soviétique à l'époque avait mis au point des missiles de courte portée, à part les missiles de longue portée bien sûr, et les États-Unis ont déployé des missiles de courte portée en Allemagne.
en Allemagne de l'Ouest. Et donc, dans la détente, pendant l'ère de détente, l'ordre stratégique du théâtre européen était maîtrisé par une philosophie d'entente stratégique entre les deux parties de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. L'Union soviétique s'est effondrée, comme vous le savez, en 90, en 91, elle a commencé des négociations différentes, et nous sommes entrés dans une phase où le théâtre européen bougeait. C'est-à-dire que l'OTAN, c'était inconcevable au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, que l'Allemagne soit réunifiée, que l'OTAN s'étende au-delà de la Turquie et de l'Allemagne, mais l'Allemagne réunifiée est restée dans l'OTAN. C'est un accord entre James Baker et Gorbatchev et Shevardnadze de l'autre côté, qui a été enlevé en juillet 1990. Donc ils ont négocié dur, non seulement pour la réunification de l'Allemagne, parce qu'il fallait que Mitterrand soit d'accord aussi pour la réunification de l'Allemagne. Mitterrand a mis du temps à donner son feu vert. Vous savez, les discours qu'il a commencé en France et à Berlin et à Bonn, pour ça, à l'époque, la capitale était Bonn. Mais du côté ouest, c'est arrivé, et du côté de l'Union soviétique, ils ont fini par admettre en Union soviétique, je ne parle pas encore de l'effondrement, non seulement la réunification de l'Allemagne, mais admettre en juillet 1990 que l'Allemagne réunifiée soit membre de l'OTAN, puisqu'il y avait une moitié de l'Allemagne, la RFA, qui était déjà membre. Dans une deuxième vague, parce qu'en 1949, l'Allemagne n'était pas membre de l'OTAN, elle est devenue plus tard, début 50. Donc, que faire quand l'Allemagne se réunifie? C'est déjà un objectif historique, mais l'Allemagne s'est réunifiée et, avec l'accord des deux parties, ils s'étaient entendus, je dis bien entendus, c'est une entente stratégique, elle n'est pas imposée, que l'Allemagne réunifiée conserve le choix d'adhérer à l'OTAN ou d'adhérer au pacte de Varsovie ou de reprendre sa neutralité, ou de prendre sa neutralité. Évidemment, l'Allemagne est restée dans l'OTAN et est devenue une puissance, et le plafonnement de la militarisation de l'Allemagne imposée en 1945, après la capitulation de l'Allemagne, le plafond commençait à s'élever, permettant une remilitarisation de l'Allemagne occidentale, la RFA, ensuite une remilitarisation avec des paliers un peu plus grands, et vous avez entendu le dernier chancelier de l'Allemagne qui fait éclater le dernier plafond aujourd'hui. Toujours est-il que l'important de ce premier message de la communication, c'est que le théâtre européen ne structure sa sécurité, c'est-à-dire met en sécurité l'ensemble des partenaires du théâtre, grands ou petits, grande puissance ou toute petite puissance, que sur la base d'une entente stratégique. Si une des parties commence à imposer un ordre de sécurité en Europe sans solliciter l'entente de l'autre partie, de manière à lui inspirer un sentiment de sécurité. La sécurité, je vous donne une définition du lexique,
n'est-ce pas, stratégique. L'évaluation de la sécurité est strictement individuelle. Il n'y a que le pays concerné qui estime sa propre sécurité. Une évaluation de sécurité ne peut pas être partagée. Le sujet concerné estime que sa sécurité requiert tant, ou bien elle est satisfaite. C'est ça. Eh bien, l'Europe obéissait à une entente stratégique pour définir sa sécurité. Ceci, l'OTAN l'a balayé au lendemain de l'élimination, de l'effondrement, de l'implosion de l'Union soviétique. Et c'est là que commençait la première vague d'élargissement, la deuxième vague d'élargissement, et c'est allé jusqu'à avril 2008 à Bucarest, en Roumanie, et le sommet, le 20e sommet de l'OTAN, proclame unilatéralement que la Géorgie, n'est-ce pas, et l'Ukraine sont admissibles en ce qui nous concerne, nous, l'OTAN. Qu'est-ce qui est arrivé après avril 2008? Eh bien, en août 2008, la Russie fait la guerre à la Géorgie. Le 7 août, les forces armées russes foncent sur la Géorgie. En 20 jours, la guerre est terminée. À quel terme? L'Ossétie du Sud, une province qui était dans le territoire géorgien. L'Ossétie du Nord étant dans le territoire de la Russie. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui est une minorité à Prague, dans le territoire géorgien d'après-guerre, nous sommes dans une configuration d'après 1945, sont déclarées autoproclamées indépendantes. La Russie les reconnaît, et Medvedev, qui à l'époque remplaçait Poutine comme président, mais Poutine était Premier ministre, Medvedev déclare que les forces armées russes subsistent pour le maintien de la paix dans ces deux républiques indépendantes. Voilà dans quels termes la guerre d'août 2008, succédant à avril 2008, s'est terminée dans l'une des deux républiques